Ce sommet couronné de nuages appartient à l'une des îles les plus mythiques de la planète. Celle de tous les fantasmes de liberté ou d'enfermement. Celle peut-être de tous les trésors, mais surtout celle d'un héros de légende, Robinson Crusoe. Sur ce confetti de terre et de rocs perdus loin au large des côtes chiliennes, dans l'immense océan Pacifique, l'île de Robinson fait partie de l'archipel Juan Fernandez. 3 cailloux venus crever la surface des eaux indigo du Pacifique il y a 4 millions d'années. Pour approcher ces pépites couvertes d'une végétation luxuriante, Nicolas et son équipage ont embarqué sur le Willy Wo, un solide ketch de 16 mètres. Aux côtés de Nicolas, Laurent Balesta. Habitué des expéditions d'Ushuaïa Nature, le biologiste marin va lui aussi poser le pied pour la première fois sur l'île qui a vu naître la légende de Robinson Crusoe. Bonsoir. On arrive le long des côtes de la plus grande des îles de l'archipel de Juan Fernandez, du nom de son découvreur qui est arrivé ici au XVIIe siècle. Et c'est dans ces baies que relâchèrent régulièrement les bateaux de ceux qui venaient du Cap Horn ou qui se dirigeaient vers le Cap Horn, des aventuriers, des pirates qui profitaient de ce petit abri providentiel au milieu du Pacifique pour venir relâcher, réparer, faire le plein d'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe au sommet. Et enterrer des trésors. C'est quand même quelque chose, parce que l'île de Robinson Crusoe, on rentre direct dans l'imaginaire de son enfance, là, et arriver sur les lieux exacts de l'histoire qui a inspiré Daniel Defoe, parce que Robinson Crusoe est un personnage mythique, il est nécessaire de le rappeler, mais son auteur s'est inspiré d'une histoire réelle, celle d'Alexander Selkirk, qui lui est resté plus de 4 ans sur cette île à l'issue d'un conflit avec son capitaine. Il a décidé de débarquer, puis il s'est ravisé au dernier moment, mais quand il a dit j'ai changé d'avis, le capitaine lui a dit moi pas, et le gars il est resté 4 ans ici. C'est pas un naufrage quoi, c'est pas un naufrage, c'est vraiment une intention. Il lui avait laissé je crois quand même une chèvre, un fusil, enfin un minimum de choses. Puis il a été retrouvé 4 ans et demi après par un navire britannique, lui-même était écossais. Et c'est ce qui a inspiré Daniel Defoe, qui a un peu travesti la réalité, puisque d'abord il a prolongé l'exil forcé de Robinson Crusoe d'une vingtaine d'années, 24 ou 25 ans, je ne sais plus très bien. Il lui a adjoint un compagnon, Vendredi, un Indien, mais surtout là où il a fait une entorse importante à la réalité, voilà. Il a déplacé l'île du Pacifique, où elle se trouve dans la réalité, au large de l'Orénoque dans l'Atlantique. Ça lui permettait de placer Vendredi, et puis de mettre une île qui correspondait mieux à sa propre connaissance. Ce sont ces paysages et cette côte qu'a aperçu Alexander Selkirk avant d'être débarqué par son capitaine. Et c'est dans la grotte creusée par l'érosion dans le bas de cette coulée de lave que le marin écossais a passé ses années de solitude. L'île était en effet, en 1704, totalement déserte. Ça, moi, ça me bonne bien d'arriver là. Et on verra qu'il y a bien un trésor ici, mais il n'est pas en une espèce sonnante et trébuchante. Il est en matière végétale pour l'essentiel. Mais il n'en est pas moins précieux pour autant. Au contraire,
Il y a là un extraordinaire patrimoine génétique et biologique. Depuis l'exil d'Alexander Selkirk, les hommes ont bien sûr colonisé ce bout de rocher. Près de 700 âmes vivent aujourd'hui à San Juan Bautista. Depuis une dizaine d'années, le botaniste Philippe Danton vient ici passer 3 mois par an, non pour chercher les trésors des pirates, mais pour étudier l'extraordinaire endémisme existant sur l'île. Ancien élève des Beaux-Arts, remarquable dessinateur, il est mandaté par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris pour dresser l'inventaire de la flore. Avant de rejoindre Philippe Danton, avec lequel il partira découvrir les trésors végétaux de l'île de Robinson, Nicolas honorait un autre rendez-vous avec d'imposants locataires du Pacifique, tout près des côtes de Rorotu, l'île la plus au sud de la Polynésie française. Si l'équipe d'Ushuaïa Nature, guidée par le plongeur professionnel Éric Leborgne, affronte cette mer déchaînée, c'est parce qu'elle espère bien faire la plus extraordinaire des rencontres. Les grands mammifères marins sont bien là. Ces baleines à bosse font leur show pour le plus grand plaisir de leurs admirateurs. Elles nous font un festival qui augure peut-être de ce que l'on pourra voir tout à l'heure sous l'eau. Il faut bien admettre que de toutes les rencontres animales et de tous les plaisirs que provoque le spectacle de la nature, le contact avec les baleines, et alors de surcroît avec les baleines à bosse qui sont quand même les plus agiles et surtout les plus facétieuses, cette expérience-là, c'est un concentré d'émotions, un grand moment de connivence et peut-être le plus beau des privilèges. Ushuaïa Nature aux îles australes, ces îles qui continuent d'imprégner l'imaginaire occidental et qui symbolisent à la fois la virginité du monde mais aussi sa fragilité, les îles n'étant quelquefois qu'un résumé de notre propre monde. Voilà, ce sont ces notions-là que nous allons évoquer dans ce voyage dans le Pacifique Sud, à commencer tout à l'heure par une escale à l'île de Pâques, où nous verrons que le déclin de cette civilisation connaît tout au moins dans ses causes quelques analogies inquiétantes avec notre propre civilisation. Et à l'île de Robinson Crusoe, là nous verrons l'improbable colonisation des îles par les plantes et les animaux, au point que l'île aujourd'hui abrite de véritables fossiles vivants. Tout cela pour constater que l'exil forcé est peut-être le plus efficace dopant pour l'imagination et la faculté d'adaptation. Et quelque part, l'histoire de Robinson Crusoe en est peut-être la plus belle des illustrations. Voilà. Maintenant, on va voir si les baleines sont toujours aussi bien disposées à notre égard. Et on va aller mettre la tête sous l'eau. Pour une bonne cohabitation avec les baleines, les plongeurs doivent respecter certaines règles que ne manque jamais de rappeler Éric Leborgne qui les étudie depuis une dizaine d'années. Les hommes s'invitent dans leur monde. Ils doivent se faire les plus discrets possibles et privilégier les mouvements lents.
Nicolas et Laurence, simplement équipés de palmes et de tubas, ne perturbent en rien le troupeau de mégaptères. Mais ils sont bien évidemment limités par leur capacité respiratoire et ne peuvent descendre profond très longtemps. Une mère et son baleineau évoluent comme si de rien n'était, aux côtés des plongeurs. La confiance entre elle et les hommes s'est installée. Elle devrait permettre à Nicolas de vivre des instants magiques. La femelle surveille en permanence son rejeton. Elle sait exactement non seulement où il se trouve et ce qu'il fait, mais aussi la position de chaque plongeur. Mieux vaut ne pas l'inquiéter et surtout éviter, par exemple, de se placer entre elle et lui, au risque de se faire balayer d'un gigantesque coup de nageoire, comme un vulgaire moustique. Les mégaptères, en totale confiance, se livrent à toutes sortes d'excentricités à quelques centimètres des humains. L'énorme animal en vient même à mimer le plongeur, l'accompagnant dans ses vrilles et ses roulades. Moments d'émotion intense et secondes de vie inoubliables. Ces monuments vivants, dont la taille pour les adultes atteint 15 à 20 mètres, affichent sous l'eau une aisance extraordinaire. Le moindre déplacement de leur immense nageoire pectorale, la plus petite variation de la courbure de leur échine, place les 30 ou 40 tonnes de ces mammifères marins au millimètre près. Étrange, 4 baleines à bosse, vraisemblablement des femelles, sont littéralement venues se garer en étoile sur les fonds de sable clair, sans doute pour se reposer. Les mâles adoptent quant à eux dans leur phase de sommeil ou de chant une position verticale, tête tournée vers le bas. C'est incroyable, elle reste totalement immobile au fond. Ouais, et puis t'as vu tout près du corail en fait. Hein. Elle est posée. Ouais, quasiment posée. Donc ça, ce sont des apnées de repos. Et je pense qu'elle peut aussi baisser sa vigilance. Ici, elle est à Rouroutou sur une sorte de mini plateau continental. Il n'y a pas de lagon et la pente est très faible. Donc finalement, ça la protège du grand large. Et la protéger du grand large, ça veut surtout dire la protéger des grands prédateurs du large,
les squalélettes féroces, ces requins qui viennent de leur prendre des petits bouts à l'emporte-pièce sur le ventre, hein, cette cicatrice bien ronde. Et puis, je ne sais pas si tu as vu aussi, sur les nageoires de la femelle, sur sa queue, on voit des traces, des grandes cicatrices, vraiment des morsures, comme si on avait mordu dans une brioche. Et ça, ce sont souvent les orques qui font ça. Donc ça les met venir au bord à Roroutou pour mettre bas, pour allaiter le petit, qui est quand même pas encore un très grand nageur, un très grand apnéiste. Ça les met à l'abri des grands prédateurs. Et on pense qu'elles choisissent aussi des eaux plus chaudes parce que c'est plus confortable pour le baleineau. C'est probable, c'est probable que hypothèse. pour augmenter sa croissance, il faut qu'il prenne des forces ici avant de repartir en Antarctique où il va faire tout son apprentissage, apprendre à se nourrir par lui-même, etc. Allez. T'as vu comme le baleineau, à la fin, était beaucoup plus enhardi avec nous que... C'est bien curieux en tout cas. Hein. T'expliques ça comment? Il y a une sorte d'imprégnation qui est en train de se faire. Voilà, tu as vu qu'on a fait une approche tout doucement, tranquillement. Tu as bien vu que le baleineau est remonté tranquillement, respiré. Et c'est vrai que quand il nous voit, il est bien curieux en fait. Hein. Donc il est bien placé près de toi. Il redescend voir sa mère. Il se met dessous par protection ou parce qu'il est légèrement positif, il flotte? Je crois parce qu'il est en flottabilité positive. Voilà, je pense qu'il est en manque de maturité et en fin de compte, c'est la mère qui le cale. Hein, et quand il a cette envie de respirer, tu as bien vu, hein, il se décroche gentiment de sa mère et il remonte comme une balle en fait. Hein. On voit bien comprendre que l'apnée du petit est beaucoup plus courte. Voilà. Il n'est pas capable de faire les apnées de sa mère. Sa mère fait des apnées de 10 à 20 minutes. C'est des phases de repos, on peut assimiler ça du sommeil un petit peu. Mais le petit, lui, il a besoin de respirer, donc il est obligé de remonter de temps en temps pendant cette phase de repos. Un sommeil vigilant parce qu'elle a Oui. l'œil. Hein. Oui, On tout à voit fait, que hein. rien ne lui échappe. Hein. Pour toi, les sauts qu'ils nous ont fait tout à l'heure, C'est une communication, hein, comme je te disais. entre eux et avec nous aussi Voilà, éventuellement. hein, avec le bateau, avec ce qu'on représente. Je pense que tout gestuel est une communication. Notre comportement dans l'eau, c'est une forme de communication. Alors on n'a pas généré de stress, donc on voit tranquillement l'animal. On peut essayer compte tenu que le premier contact c'est pas mal établi. Tu penses qu'on peut prendre maintenant les recycleurs, c'est-à-dire ces appareils en circuit fermé qui n'émettent pas de fait, hein, bulles, mais, et tenter une observation un peu plus prolongée? Pas de bulle, ça veut dire pas de bruit. D'accord. Pas de bruit, c'est sûrement une Mais façon... avec une intéressante. démarche, comme je le rappelle, quand même, d'éviter d'aller trop brusquement sur l'animal. Ok, ben on va se préparer. Bonne chance. Hein. Nicolas et le biologiste marin s'équipent de ce genre de matériel qui, il n'y a pas si longtemps, était réservé aux troupes d'élite des nageurs de combat. Sous le bateau, les baleines, aussi appelées jubartes, n'ont pas déserté les hauts fonds. À intervalles réguliers, elles viennent prendre leur respiration à la surface et font le dos rond avant de replonger. Cette manière de sortir leur échine à l'air libre leur a valu leur surnom de baleine à bosse. Ces géants de l'océan répéteront pendant quelques semaines leur inlassable balai dans les eaux chaudes de Roroutou. Les cétacés partiront ensuite vers les eaux glaciales de l'Antarctique. Le baleineau, après avoir pris plus de 50 kilos par jour grâce au lait maternel ultra riche, sera alors en mesure d'affronter ce long voyage. Nicolas a laissé les baleines à bosse de Polynésie pour aller rejoindre comme prévu Philippe Danton sur l'île de Robinson Crusoe. Le scientifique dépêché par le muséum sur cette île au trésor naturel nage chaque jour dans le bonheur que lui procurent les plantes. Sur le chemin qui l'amène au point de rendez-vous fixé avec Nicolas, il vient de découvrir une Lactoris fernandesiana, une plante disparue sur le reste de la planète et qui a trouvé refuge ici. Sa quête scientifique permanente est souvent semée d'embûches et même de bûches. On y va. Allez, gaz.
c'est bien. Nicolas, tranquille, donne mon poids avec les bras, le poids des bras sur les bras, et ça va se calmer. Pour rejoindre le botaniste sur leur lieu de rendez-vous, Nicolas, fidèle à son goût pour les engins volants bizarres mais identifiés, utilise un curieux tricycle à hélice. Ah, c'est quand même très émouvant. C'est une île chargée d'émotions, de légendes, où là aussi tout se confond avec délice, la réalité et le mythe. Cette île qui incarne plus que d'autres cet isolat cerné par le grand large, battu par les vents, soumis à la nature, et toutes ces silhouettes sombres dans l'eau qui sont autant d'otaries. Les premiers habitants de l'île de Robinson. Et ce sommet coiffé de nuages que nous essaierons peut-être avec Philippe Danton d'atteindre, le Yunque, qui protège un véritable trésor biologique, la flore la plus originelle qu'il soit. Étonnant de survoler Robinson en tricycle. Le monde change. Ce pauvre Robinson, et vendredi, serait bien étonné. Selkirk, le marin écossais, ne disposait pas bien sûr de ce drôle d'engin pour s'évader de l'île de Robinson. Nicolas, quant à lui, va tenter un atterrissage sur l'un des seuls endroits à peu près plats que compte l'île. Hop là. Eh ben, Là, Philippe, salut Nicolas. Ça va? Bien. t'as pas eu la chance de voir l'île de là-haut. Et non, moi je la vois que du bas, moi. Magnifique. Je sais pas si Robinson y retrouverait ses petits, mais c'est quand même sympa de voir l'île comme ça, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jours où elle doit être... Non, là on a de la chance, Hein? on a un joli temps. Et puis, si tu regardes le Yunque, il est pas loin de se dégager. J'espère qu'il va nous À faire mon avis, le temps qu'on arrive là-haut, plaisir de... il aura enlevé sa casquette. Parce que, contrairement aux légendes, le trésor de Robinson, il n'est pas là, il est là-haut, et Évidemment il est qu'il est là-haut. et il est végétal. Il est végétal, il est vivant, en tous Allez, les cas. j'ai Allez, hâte. viens, on y va. Au sol, la végétation semble frappée de gigantisme. Les crosses géantes de ces fougères endémiques sont impressionnantes. Elles résultent de l'action conjuguée d'une forte hygrométrie de l'air, d'importantes précipitations, d'une température et d'un ensoleillement conséquents. Tiens, regarde ça, Nicolas. C'est un Robinsonia, c'est-à-dire la famille des marguerites, qui est endémique d'ici.
Et c'est Robinsonia evenia qui commence toujours en épiphyte sur le tronc d'une fougère arborescente. Au bout d'un moment, l'arbre, les racines descendent, elles s'ancrent dans le sol, l'arbre devient trop lourd, tout ça, ça va tomber. La fougère, elle continue sa route, elle refait des racines, etc. Il parasite pas la fougère en fait. Il parasite pas, non, Non. il s'en sert juste comme support. Il y a 45 espèces de fougères ici. Il y a de l'humus ici. Il y a de l'humus et de la branche. Les plantes ont une croissance rapide ici ou... Oui, ça pousse assez. Ouais. Ouais. Tu sais, en général, quand tu vois des développements de foliaires comme ça, Ouais. c'est que Ça va vite. c'est que ça va vite, ouais. Tu feras gaffe, là, c'est une vraie savonnette. Voilà. Ça, regarde, c'est du lichen ça ou... Ouais, c'est un lichen, ça. Il est énorme en taille. Ouais. Ils sont très, très exubérants ici. On dit que ce sont des bons indicateurs de pollution en général, les lichens. C'est en général très, très réactif aux pollutions. Voilà. Donc ici, normalement, ça doit Pour aller. l'instant, ça va. Mieux vaut ne pas souffrir du vertige si l'on veut accrocher à son palmarès l'ascension du Yunque. Il culmine à 915 mètres d'altitude et autant d'à pic au-dessus de la mer, sans aucun garde-fou. Pour parvenir à son sommet, la seule possibilité est de s'agripper à la végétation. Comptez 10 à 12 heures de marche depuis le village. À cet endroit, la végétation sur le Yunque est unique au monde. Le travail du scientifique est de dresser l'inventaire le plus exhaustif possible de la flore et permettre ainsi à la recherche, toujours avide de nouvelles molécules, de travailler sur d'éventuelles propriétés médicinales. Ouais, tiens. Regarde là, Nicolas. C'est un truc assez marrant. Regarde cette espèce de gélatine là. En fait, ça, c'est une protection contre la sécheresse. Il y a la fleur qui est en train de sortir, les jeunes feuilles, et tout ça, c'est contenu dans cette espèce de gelée qui protège le bourgeon contre la dessiccation du vent. Et c'est... Et non, ça produit, hein. T'as goûté? J'ai jamais goûté, non. La matière est un peu... Ouais, mais enfin, ça a peut-être des vertus. Mais je t'en prie. Ah non, je ne suis pas botaniste. Oui, elle est facile. celle-là. Allez. Continue parce que le sommet n'est pas encore là. On commence à voir le sommet. Elle n'est pas haute, mais elle est épaisse la végétation. Hein. Ouais. C'est très très dense. C'est une stratégie. Ouais, je pense que c'est beaucoup l'action des vents. Il fait très froid ici aussi. Entre le vent et le froid, elles sont maintenues basses. Elle repose sur un substrat important ou... Non, en fait, là, il n'y a pas une grosse épaisseur. Là, il faut compter entre 5 et 20-30 cm suivant les endroits. Ouais, c'est pas Et puis grand-chose. après, c'est le rocher. Et comment elles s'agrippent aussi bien? Parce qu'elles sont quand même dans des pentes quasi des verticales parfois. Elles ont développé des systèmes racinaires qui sont assez performants et surtout qui plongent dans le sol. Parce que leur problème, en fait, c'est de s'agripper. C'est de rester bien ancrées. En tout cas, elles sont sympas parce que c'est bien parce qu'elles sont bien fixées au sol qu'on arrive à rapprocher monter. du sommet. Absolument, oui. Les mêmes parois sans les plantes, ça serait une autre paire de manches. Et alors la colonisation par les plantes s'est faite évidemment au fur et à mesure des apports. Ça s'est fait doucement. Apport du vent, apport des courants, Les oiseaux. les oiseaux. Ce qui est marrant, c'est que Robinson sert d'escale aussi bien aux plantes et aux animaux qu'elle a servi d'escale à tous les marins
les aventuriers, les flibustiers qui fréquentaient les mers du Sud. Hein. Ah, C'est vraiment l'île providentielle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pirates qui sont montés là où on est. Hein. C'est toujours ça Écoute, que les pirates. il y a un truc qui est assez rigolo. Ce yunque, la première fois, il a été monté par deux prisonniers qui ont gagné leur liberté comme ça. On leur a dit, si vous arrivez là-haut, on vous relâche. Pareil avec nous, Et quand ils tu l'ont arrives gagné. là-haut, on te libère. Quand même, oula, faut réaliser 2 secondes. Le vrai trésor qui nous entoure. On est, je pense sans en rajouter, sans forcer sur les mots, sur l'une des forêts, ou peut-être même la forêt la plus exceptionnelle et rare au monde, non? Au niveau richesse biologique, c'est un des lieux les plus forts de la planète, oui. Parce que là, on est, depuis probablement un petit moment, dans du 100% d'endémisme. C'est-à-dire que tout ce qui vit ici ne vit que là et nulle part ailleurs. Leur seul salut vient de la hauteur, de la verticalité, qui a jusqu'à présent freiné Qui a fait une barrière. les agressions des chèvres, des lapins, des ronces et autres colporteurs de graines. Et ce qui fait qu'on trouve essentiellement réfugiés sur ces crêtes, et notamment sur le Yunque, un véritable paradis originel pour le botaniste. Là, les plantes qu'on touche, nulle part ailleurs, on peut Qu'est-ce voir qu'on a ça. là dans le mètre carré autour de nous là, par Dans le mètre exemple carré autour de nous, on a une fougère qui s'appelle Blechnum cicadifolium. Ça, c'est une petite goyave qui s'appelle Ugni selkerkii. Là, tu as une très jolie grande herbe qui est Macerina sirpoidea. Dans les bras, tu as un merveilleux bambou que tu ne verras nulle part ailleurs. Unique au monde. Oui, tu ne le toucheras même pas dans les jardins botaniques, celui-là. Allez, continue. Après tout ce que tu viens de dire, on ose à peine marcher dessus. Hein. Tout ça, en plus, c'est des plantes qui ne sont pas habituées aux gros animaux. Tu vois, Que nous donc, sommes. Voilà. Donc, on est un petit peu comme l'éléphant dans le magasin de porcelaine, là. Et ben voilà. On y est? Ben écoute, Ah oui. bienvenue. Nous voilà au sommet. Ah, c'est sympa ça. Oui. Regarde ça. Elle est Santa belle, hein, Clara. Santa Clara. Les Tres Puntas. Même quand on connaît. Belle récompense. C'est vraiment beau. Dans le Pacifique comme ailleurs sur la planète, les îles se suivent et ne se ressemblent pas. Si celle de Robinson Crusoe a su en grande partie préserver le trésor végétal qui lui fait un manteau, ce n'est pas le cas, loin s'en faut, de l'île de Pâques, ravagée par l'orgueil démesuré des hommes. Ce radeau de terre de 162 km², découvert par un Hollandais le jour de Pâques 1722, est l'île la plus isolée de la planète. Ces statues, les moaïs, ont été érigées par les tribus primitives de l'île, dont les ancêtres avaient accosté ici il y a 1500 ans. Pendant des siècles, les Rapanus ont tailladé les forêts pour transporter leurs dieux de pierre. Cette déforestation, liée à une grande période de sécheresse, aura raison des derniers arbres de l'île. Alors les tribus se feront la guerre, jetant à terre les dieux de l'une, brisant les dieux de l'autre. Les Moaïs avaient vécu, préférant perdre leurs yeux et ne plus voir la bêtise des hommes. Le Français Michel Garcia, plongeur professionnel, a posé son sac sur l'île il y a 25 ans. Il a bien sûr noué ici des amitiés profondes,
notamment avec l'archéologue chilien Edmundo Edwards. Passionnés tous deux d'histoire, ils arpentent souvent ce musée naturel abritant plus de 25 000 sites dont un cinquième seulement a fait l'objet de fouilles approfondies. Cette grotte naturelle creusée dans le sang refroidi du volcan cache sur ses parois les pétroglyphes des Rapa Nui figés dans la roche et le temps. Ça, c'est des dessins de Makemake. Makemake, c'est le dieu créateur d'ici. Ils sont magnifiques. Oui. On voit bien les yeux, le nez. Pour les habitants de l'île, ils habitaient les grottes, ils vivaient à l'intérieur. Bon, je pense pas, parce que je pense que c'est une chose sacrée, hein. Parce qu'avec les os humains là-bas. C'est un tombeau alors, c'est un... Oui, c'est un tombeau, c'est un gars. Mais il n'y a pas les crânes, hein. Seulement c'est les os larges, les fémurs, les tibias. Edmundo et Michel Garcia ont choisi le cheval pour se déplacer dans ces décors fantastiques où l'on imagine la civilisation pasquane à l'apogée de sa grandeur. Posé sur son haou, un hôtel fait de pierre plate, entre la côte et les deux cavaliers se dresse le plus grand monument du Pacifique. 15 statues géantes qui, comme la tradition l'exigeait, tournent toutes le dos au grand large. Rano Raraku, l'un des 3 volcans de l'île, a servi de berceau aux Moai. Les Rapa Nui avaient fait de cet endroit une immense carrière à ciel ouvert. Mais nombre de statues resteront à jamais mornées dans leur gangue de pierre, abandonnées par ceux qui devaient les faire glisser jusqu'à leur sanctuaire. Michel, regarde cette statue. C'est pas fini. Pour fabriquer les statues, normalement, il commence sur la face des statues et après il continue sur le corps. Et après il commence à découper les deux côtés à la même temps jusqu'à le moment qu'il reste sur un quille comme ça. Après il commence à découper la quille. Et donc après, ça devenait une statue dégagée comme celle-là. Oui, et après tu les fais sortir et tu les descends sur la falaise, tu les mets dans un trou, tu les places debout et après tu finis le dos. Quel travail quand même. Plus de 300 Moai, sur les 900 environ que totalise l'île, n'ont pas été achevés. Certains pourtant étaient sur le point de l'être et semblent toujours attendre d'être dressés sur leur autel. Les recherches d'Edmundo et de Michel Garcia ne cessent jamais. L'homme des grands fonds nous emmène plonger au pied d'un motu où la clarté de l'eau est exceptionnelle. Introuvables, les yeux des statues qui leur donnaient leur âme sont longtemps restés une énigme. Il ne fallait pourtant pas chercher très loin. Il a le poteau. Ça va t'intéresser. Regarde le beau corail. Ah oui, Comme les yeux des statues. c'est même plus que corail. Ces yeux de pierre symbolisent plus que jamais l'aveuglement des hommes. En les retrouvant, le géant peut désormais poser un regard lucide sur notre monde en pleine mutation
et sur les étoiles. Sur l'île de Robinson Crusoe, où les Rapa Nui n'ont pu débarquer faute de pouvoir construire des embarcations, le bois ne manque pas. Nicolas et Philippe Danton ont planté leur bivouac pour la nuit dans la forêt dense et humide, veillant à isoler leur hamac de visiteurs indésirables. C'est en tout cas ce que croit Nicolas. S'il pleut pas, on est nickel. Oui, je pense que ça devrait aller. S'il pleut, Théoriquement, il ne faut même pas laisser un pépin d'orange. Hein. Bah, c'est mieux. Voilà. Tout ce qu'on laisse pas, il n'y a pas de risque. Mais tu crois qu'un oranger pourrait... Non, quand même Bah, pas. écoute, un oranger, ça me paraît un petit peu juste. C'est pas très méditerranéen comme climat, mais par exemple, Un pommier. la pomme, ouais, je donnerais pas cher. Ouais. J'ai l'impression que ça pourrait bien germer par ici. Faut faire gaffe parce qu'il n'est pas impossible la nuit qu'il y ait des rats qui se baladent. Ici, ils sont partout, tu sais, c'est pareil. Hein, quand les hommes sont arrivés, j'imagine que dans la première chaloupe, il y avait déjà un couple de rats qui attendait prêt à débarquer. Et maintenant, l'île est pas infestée, il ne faut pas exagérer, mais enfin, il y en a vraiment un peu partout. Moi, j'ai passé des nuits en forêt, ça fait du raffut dans les branches. évidemment, tu m'annonces ça au dernier moment. Bah, c'est-à-dire que la bouffe, vaut mieux pas la mettre à l'intérieur du mais hamac. le rat, il viendra jamais. Hein. Il passe pas sur les cordes. Je les ai Ouais. vus faire des trucs Oh, mais étonnants, pas tu sais. là-dedans, là. Quitte à se laisser tomber. Ah bon. Oui. Et pour redescendre, c'est long. Bah, t'as vu la montée? Oui, mais il y a une information que je n'avais pas là, tu vois, on redescend. Le lendemain, Nicolas et le biologiste arrivent à l'aplomb de l'océan. Les à-pics sont vertigineux. Mais ce qu'ils ont déjà escaladé n'est rien au regard de ce qui les attend. Ils vont cette fois se rendre sur un moro, le gros rocher que l'on aperçoit en contrebas et dont la base est taraudée par de puissantes vagues. Un isolat minuscule très difficile d'accès et où probablement ils seront les seuls à avoir jamais posé les pieds. Même les chèvres sauvages pourchassées pour avoir déstabilisé le biotope originel de l'île n'ont pu y accéder. Ce moro, ce rocher inaccessible, est le Graal du biologiste qui devrait pouvoir y trouver des plantes inconnues à ce jour. Ah, la pantherbeuse qui disait l'autre. Je t'en foutrais de la pantherbeuse. Moi j'appelle ça de la falaise. C'est quand même curieux de trouver de l'herbe sur une paroi aussi abrupte. Il y a une telle humidité en fait, tu vois, avec les embruns, avec les nuages qui viennent comme ça tout le temps comme aujourd'hui, que dès que tu as une pente même verticale, elle est toujours végétalisée. Notre destin face à nous. Oui. Oui. Sous forme de moro. Verdugo. Je dis qu'il va falloir y aller. Et alors, sache un truc. Par définition, quand un grimpeur, un spéléo, te dit c'est tranquille, c'est là qu'il faut que tu commences à te dire ça va être rude. Voilà. Bon, c'est tranquille. C'est tranquille là. D'accord. C'est tranquille et c'est tout droit. Bon, ah ben ça oui. Tu vois une corde qui tremble, Ça vibre. c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle les a comme ça la corde. Parce qu'elle, elle sait. Toi tu sais pas encore. Pas encore, non. On va la mettre là. C'est pas les trous bas. Impeccable. Allez. Celle-là, on va faire une propre. Bon, Super. je fais le malin là. Mais Mais j'en pense pas moins. je suis liquide.
Bon bah Philippe, à tout de suite. Eh ben écoute. Une corde de 800 mètres de long, pas plus grosse que le petit doigt, à 300 mètres au-dessus de l'océan. Une expérience qu'ils ne seront pas prêts d'oublier l'un et l'autre. Nicolas Hulot et Philippe Danton sont sur l'île de Robinson Crusoe, en plein Pacifique. Ils vont partir à la recherche du plus précieux trésor de l'île, des plantes vieilles de 300 millions d'années que l'on ne trouve qu'ici, sur ces roches 100 fois plus jeunes. Lâche-moi voir. Hein, ouais, Lâche. lâché. Ok. Mets une main devant. Ok, et là je te laisse glisser pour que tu aies la sensation. Ok. Ok, on y va. Voilà, là c'est toi. Pour atteindre cette forteresse défendue par la houle, Nicolas et le scientifique utilisent une tyrolienne de 800 mètres tendue entre l'île principale et le Moreau. Les sécurités sont optimales, mais l'exercice est impressionnant. À mi-parcours de la corde, à 300 mètres au-dessus du vide, Nicolas, suspendu comme une araignée sur son fil, stoppe quelques instants pour décontracter ses muscles tétanisés. Encore quelques mètres, et Nicolas pose enfin le pied sur le Moreau. Il y a des otaries juste en dessous, ils ont dû bien se marrer. Ça veut se dire que les humains, ils sont quand même bizarres. Laisse bien les mains dessous, hein. Ça va partir comme ça. C'est au tour de Philippe Danton de se jeter dans le vide. C'est pour lui une première et un sacré baptême de l'air. Mais le biologiste ne manquerait pour rien au monde l'occasion qui lui est offerte d'explorer ce rocher que personne n'a probablement jamais visité. On va y arriver. Tourne-toi vers nous. Mets la tête par là. Voilà. Bien. Mets-toi de dos par rapport à nous, les deux mains par là. Allez, encore un effort. Allez, bien. Allez, encore un petit effort. Et hop là, garçon. Eh ben vacherie. C'est une première pour toi, non? Tu parles, hein? C'est peut-être le dernier morceau de l'île que t'es pas encore exploré, ça? C'est pas, hélas pas le dernier, mais c'en est un où j'étais jamais monté, ça c'est clair. Je crois que c'est vraiment la première fois que des gens montent là-dessus. Et on essaie de pas faire partir de pierre. Voilà, c'est bon. Hop. J'en prends un pour montrer quand même. Ah ouais. C'est aussi simple que ça, mais ce simple geste, enfin, provoqué par le vent, ce simple événement, Voilà. eh ben, on C'est comme comprend ça. C'est comme ça comment qu'on se certaines disperse. plantes peuvent voyager sur des centaines de kilomètres, parce que ça peut partir dans des courants Ça peut aériens. aller très très Ouais. loin, ça peut, des fois ça monte, c'est pris dans des courants ascendants et en fait ça voyage très très loin par air. C'est ce qu'on appelle l'anémochorie. Voilà. Et sinon, quand ça voyage par les animaux, c'est la zoochorie. La zoochorie, voilà. Ouais. Autant de stratégies pour se disséminer, hein, et la dissémination Absolument. est une stratégie de survie. Hein. Il y a quoi là? Il y a peut-être des hirondelles de mer à confirmer, et cette fameuse population de pétrels Ouais, qu'on ne ça, trouve que c'est- dans 2 petits lieux au monde. Hein. Ouais, ça c'est intéressant. Il y en a ici sur les Moreaux et ils nichent pas du tout sur la grande île. Et après, pour trouver l'autre population, il faut aller au nord de la Nouvelle-Zélande, dans le Ouais. petit îlot de Kermadec. Les ornithos qui bossent ici
M'ont confirmé, ils ont fait des prises de sang dans les 2 points. Et apparemment, ce serait la même population. Passerait de l'un à l'autre, ce qui représente Il y aurait un petit voyage... quelques milliers de kilomètres. Quelques milliers de kilomètres, quand même. Je crois qu'on dérange un petit peu, mais... On va pas rester trop longtemps. On y va. Prends bien la corde. Vas-y. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Hein? Je sais pas si t'as remarqué, mais si c'est comme ça que tu fumes des cigares, faut les rouler d'abord. Qu'est-ce que t'as? Peut-être Dendroseris littoralis. Il faut que je vérifie si c'est pas un marginata. Mais si c'est littoralis, ça c'est un petit scoop parce que théoriquement c'est une endémique de l'île de Santa Clara qui est en face là-bas et qu'on voit à l'horizon. Pas mal ton petit jardin là. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, je suis À vraiment chaque content voyage, d'être monté quasiment, là. tu rentres avec les yeux qui vibrent parce que tu fais des découvertes et tu découvres des nouvelles espèces quasiment à chacune de tes explorations ici. À peu près à chacune, ouais. L'une des découvertes quand même les plus étonnantes, en tout cas pour nous les profanes, c'est cette fameuse Lactoris, c'est ça, Fernandesiana, que l'on pensait évidemment être une plante totalement disparue, mais que l'on connaissait à l'état fossile sous forme de pollen uniquement en Namibie, en Afrique australe. C'est quand même un truc de fou. Et vous la retrouvez ici vivante. Alors, l'hypothèse, c'est quoi? Parce que l'hypothèse, c'est simplement qu'au niveau du vieux continent qu'on appelait le Gondwana ou la Pangée, la famille de cette plante devait exister, être représentée par plusieurs espèces ou même peut-être plusieurs genres. Et puis il y a eu la grande fracture. Fragmentation des continents, voilà, la dérive. Fragmentation. 400 millions d'années à peu près. Oui, 300, 400, on ne sait pas exactement. Et ces îles ont 4 millions d'années. Ouais, donc cette plante aurait survécu quelque part sur la planète, jusqu'à il y a 4 millions d'années. Ouais. Et depuis, elle est arrivée ici, mais elle a disparu ailleurs. Voilà. Et ici, c'est évidemment son dernier refuge. Ouais. Voilà. Chaque plante, chaque fleur, chaque herbe raconte une longue histoire et un long voyage. Souvent. Une très très longue histoire et pour la plupart un voyage incroyable. Là j'ai trouvé ici par exemple Silene gallica, qui est le petit silène de France. Bon, on est en face de Valparaiso, on est dans le Pacifique et on trouve le silène de France, c'est rigolo. Oui, mais enfin les Français sont des grands voyageurs. Oui. Même les plantes, c'est dans les gènes de tout ce qui vit. Le Willywo, camp de base de l'équipe d'Ushuaïa Nature pour l'exploration de l'île de Robinson, fait route vers le Moro. Un bateau pneumatique a été mis à l'eau pour aller récupérer Nicolas et Philippe Danton, qui doivent, en raison de l'heure, cesser leur inventaire. Le ressac violent a creusé le rocher à sa base et a créé un surplomb difficile à franchir. On comprend mieux sous cet angle pourquoi l'équipe a préféré atteindre le Moro à l'aide d'une tyrolienne. Garçon. Attends, recule pas! Recule pas! C'est bon. C'est bon.
Après une journée harassante pour tous, les hommes d'Ushuaïa Nature récupéreront quelques heures sur le voilier. Alors je crois que j'ai trouvé un petit vin chilien. Vous allez me dire des nouvelles. Le lendemain, la bonne humeur est au menu du déjeuner. Mais Nicolas et Laurent Balesta vont bientôt repartir en un endroit de l'île qui leur réserve de belles rencontres. Ça va être très bien, ça va être très bien. C'est l'endroit où il y a le plus de plantes introduites ici? Au cimetière. Au cimetière. Et oui, les cimetières, c'est les merveilleux conservatoires, parce que les gens fleurissent toujours, introduisent des choses nouvelles, et en même temps, parfois, tu as des plantes qui restent. C'est-à-dire que les mecs premiers... en dessous, ils entretiennent les pissenlits en plus. Mais tiens, bien C'est un grand présalé en fait. Bien le sûr. cimetière. En Savoie, on a retrouvé des tulipes sur des tombes qui avaient été plantées parce qu'elles étaient jolies. Et en fait, elles ont disparu dans la nature et elles se sont conservées dans les cimetières. Voilà. C'est très pratique, les cimetières. Ça dépend pour qui. C'est quand même Pour le pratique parce botaniste. que... Même Ça c'est bien parce que quand on sera sur pied sous terre, tu continueras à pouvoir faire l'inventaire. Mais de l'autre côté. Pas en dessous. Ah, tiens, qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là? Les trésors ne manquent décidément pas sur ce petit paradis terrestre et la faune n'est pas en reste. Quelques-uns de ces joyaux s'ébattent sur les plages de la Wrappeuse qu'avait aperçu Nicolas depuis son tricycle volant. Une importante colonie d'otaries, endémique à Robinson, coule désormais des jours paisibles, passant le plus clair de son temps à jouer et à se chamailler au soleil ou dans les vagues. Il ne faut pourtant pas trop se fier aux apparences. Les otaries restent des animaux sauvages et de féroces carnassiers lorsqu'elles chassent. Et si les jeux parfois se font plus violents, l'animal le plus faible décroche très rapidement avant que cela ne dégénère. Pierre Lenormand navigue en douceur pour ne pas déranger la colonie d'otaries au milieu de laquelle Laurent et Nicolas vont s'immerger pour leur plus grand plaisir. Premier petit groupe d'otaries. Alors, eux, évidemment, ils symbolisent l'endémisme de l'île, car elles illustrent bien la spécificité des îles, et notamment ici, qui n'a rien à envier en termes de taux d'endémisme au Galapagos. C'est que quand une espèce finit par prendre pied sur une île, ça c'est une somme de hasards et de circonstances, elle n'a pas d'autre choix pour faire face à de nouveaux problèmes, d'évoluer, de se transformer pour s'adapter. Qui sont endémiques et qui ont bien failli disparaître. Il faut savoir qu'il y a eu une chasse intensive au 19e siècle. Il y a un bateau, je crois qu'il en a ramené 1 million et il laissait 500 000 fourrures à terre. Il n'y a plus de place. Autant dire qu'au début du 20e siècle, on a considéré l'espèce comme éteinte. Et on a retrouvé seulement en 1965 une petite population de 200 individus sur l'île opposée. Selkirk. Aujourd'hui, la population est quand même protégée comme toutes les espèces tropicales. Et on est passé donc de ces 200 individus en 1965 à plus de 16 000 aujourd'hui. Donc l'espèce est en expansion, mais on est loin des millions d'individus qui étaient présents au 19e siècle. Ça aussi, c'est quand même une rencontre qui ne laisse pas indifférent. Il y a une espèce de familiarité dans l'expression des otaries avec ses yeux exorbités, cette petite moustache. Regardez. Qu'est-ce qui distingue les
les phoques des otaries? Alors ça, c'est effectivement les deux grandes familles de pinnipèdes. Et c'est très facile. Il y a, déjà sur Terre, on le voit très bien, tout ce qui est otarie est capable de se tenir un peu Sur les on va dire, navoirs. sur les avant-bras, alors que le phoque, lui, est vraiment sur le ventre. Et puis la deuxième particularité qui est très visible là, c'est les petites oreilles. Les phoques n'ont plus d'oreilles externes, elles sont juste un petit trou. Les otaries ont encore un pavillon externe, on voit bien leurs petites oreilles. Les mâles en particulier, une ont fourrure souvent, argentée. un petit peu argenté, la crinière est argentée, le museau. Et puis on voit bien, tu vois, sur quand on les voit de profil, le museau est légèrement un peu en trompette comme ça. Et ça, c'est assez caractéristique de l'espèce philippine, l'espèce donc de Juan Fernandez. Moi, je trouve ça toujours très émouvant comme ça, de voir des animaux dont tu te dis, leur seul territoire est ici. On ne les trouve nulle part ailleurs. Et c'est émouvant sur une simple plante, mais évidemment encore plus émouvant sur des mammifères. D'autant qu'après, ils ont une aire de distribution océanique qui est assez vaste. Au moment de la mise bas, les femelles font leur petit, elles abandonnent le petit pour aller se nourrir et être capables ensuite de l'allaiter. Donc pendant 15 jours, elles laissent les petits sans manger, certains meurent de faim d'ailleurs, ou écrasés par des mâles, etc. Et la femelle peut partir jusqu'à 1000 km au large de Fernandez pour aller se nourrir et revenir que 15 jours après. C'est pour ça d'ailleurs que c'est étonnant qu'elles n'aient pas pris souche ailleurs, parce qu'elles sont quand même capables de grands voyages. Ouais. Et elles auraient pu établir une colonie ailleurs. Qui sait s'il n'y en a pas eu et qui ont été éteintes. Ouais, ou ici elles trouvent les caractéristiques qui leur faut dans les parages de la nourriture. Mais les quelques études de contenu stomacaux ont montré qu'ils se nourrissaient ici essentiellement de calamars, d'octopus, plus que de poissons. Malgré ce que disent les pêcheurs ici, qui disent que les otaries rentrent en concurrence avec eux. Presque toutes les pieuvres ont des moignons à la place des pattes. Elles sont tous faites une fois, 2 fois, 8 fois maximum, manger les tentacules. Et donc souvent, on voit que les pieuvres ont été quand même bien malmenées par les otaries. Allez, assez causé. Sous l'eau, les otaries poursuivent leur joute amicale et joyeuse, rivalisant de précision dans leurs mouvements imprévisibles. Curieuses, joueuses, infatigables, elles enchaînent les vrilles, loopings et autres figures avec une facilité déconcertante. Cette colonie d'otaries endémique est aujourd'hui jalousement protégée par les autorités chiliennes. Leur chasse totalement prohibée et très sévèrement réprimée. Ce n'est pas le cas pour d'autres colonies de pinnipèdes, souvent accusées à tort d'être responsables du déclin des poissons dans la zone géographique où elles se sont installées. Les otaries de Robinson n'ont pour l'heure plus de soucis à se faire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Passées près de l'extinction totale il y a quelques années, elles profitent aujourd'hui au maximum de leur splendide espace vital, plongeant et replongeant au ras du masque de Nicolas et Laurent, laissant dans leur sillage une poignée de diamants éphémères.
Laurent semble s'être fait une amie au sein de la colonie. Une amie aux dents acérées que la cagoule de sa combinaison énerve et qui aimerait manifestement bien qu'il tombe le masque. Effroyable de penser que des milliers de ces animaux sont toujours massacrés par les hommes pour des raisons souvent mercantiles et sans discernement aucun quant au devenir des espèces. Faune ou flore menacée, la tâche pour les préserver est chaque fois gigantesque. Et c'est l'œuvre de chacun pour parvenir à sauvegarder un sanctuaire exceptionnel comme les îles de Robinson. Dans l'archipel Juan Fernandez, la protection de la nature et la conservation du patrimoine naturel sont un combat de tous les jours, compris et assimilé. Les premiers intéressés et défenseurs de cette cause sont les pêcheurs de langoustes. Elles sont l'une des principales ressources de l'île. Alors les hommes mesurent chaque crustacé remonté dans leur casier. Les animaux dont la taille est inférieure à la norme fixée sont systématiquement rejetés à la mer. Au menu des pêcheurs, pas de steak bien sûr, mais bouillon de langouste et langouste arrosé de thé brûlant. Ces hommes ont pris conscience que piller la mer équivaut à court terme à tarir ce qui les fait vivre, eux et leurs familles. De retour au port, les prises sont pesées et un officiel est chargé de contrôler le calibrage des crustacés. La presque totalité des langoustes pêchées dans les eaux de Robinson et dont la qualité de la chair est réputée, seront exportées vers les grandes métropoles du Chili. Aujourd'hui, San Juan Bautista, l'unique petit bourg de 700 âmes coincé entre la baie de Cumberland et les montagnes, s'apprête à vivre un moment rare de son calendrier. Le cargo arrivé de Valparaiso après 2 jours et demi de mer charge les barques des pêcheurs qui vont partir pour une longue campagne sur l'île déserte de Selkirk, située à 200 km de là. Les hommes et quelques femmes quittent pour 6 mois leur île et vont vivre en quelque sorte les Robinson à leur manière. C'est l'heure difficile des adieux, mais le cargo n'attend pas. Le bateau qui est en train de partir à l'île Selkirk. Il emmène tous les pêcheurs pour la saison des langoustes. Des langoustes. Bon, on est juste au-dessus là. Juste au-dessus de l'épave du Dresden, navire allemand coulé pendant la Première Guerre. C'est une plongée, a priori, un petit peu engagée, parce que profonde. Si je te fais un croquis rapidement, voilà, la surface, voilà, ça c'est notre barque ici. Et le Dresden est un grand navire, hein. Apparemment il y aurait 70 mètres au plus profond. Ça c'est la poupe. Ça ce serait la poupe, ouais, avec les hélices. D'accord, il y a et devant. ici on serait sur 55 mètres de profondeur. De toute façon l'épave est très grande, elle fait 115 mètres
de long. Autant dire que sur une plongée aussi profonde, on ne pourra pas visiter toute l'épave si on veut la regarder dans les détails. Le risque de la plongée à 70 mètres, d'abord, c'est avant tout l'ivresse des profondeurs, la narcose, qui est due à l'azote que l'on respire dans l'air. Pour éviter ça, on va remplacer l'azote par de l'hélium. C'est un gaz léger qui n'a pas d'effet narcotique. Donc plus d'ivresse des profondeurs, on est lucide au fond et ça permet d'observer l'épave beaucoup mieux avec une grande lucidité. Donc on va faire une descente assez rapide pour essayer de gagner du temps, d'accord ? Parce que une fois au fond, le temps est compté, d'accord ? On va se permettre une plongée de 30, peut-être 35 minutes, pas plus. Et puis après, c'est une très longue remontée avec énormément de paliers de décompression, c'est-à-dire énormément d'arrêts durant la remontée. Ça va nous faire une remontée qui, elle, va durer 1 heure. 1 heure de paliers de décompression. Et au total, une plongée de 1 heure et demie. L'autorisation de plonger sur l'épave du vieux croiseur allemand leur a été exceptionnellement accordée par les autorités chiliennes. Pour cette plongée techniquement délicate, Nicolas Hulot et Laurent Balesta sont accompagnés de spécialistes. Emmanuel Blanche, René Euzet, Aldo Ferrucci et Jean-Marc Belin. Chacun vérifie l'usine à gaz de 35 kg qui pèse sur ses épaules avant de basculer dans le monde du silence. À moins 20 mètres, un stop est prévu pour savoir si les hommes et le matériel sont au mieux, avant de descendre toujours plus profond en direction de l'épave. D'après la légende, le croiseur transportait la fortune en or des Allemands de Mexico, évacués lors des violentes émeutes du début de l'année 1914. Mais quand la première expédition officielle visite l'épave encore toute jeune du bâtiment, les coffres sont totalement vides. Les puissantes lampes des plongeurs, indispensables à cette profondeur, éclairent tout à coup un pan de l'histoire de la Grande Guerre. Leur première vision est la barre du Dresden bloquée à jamais et couverte de sédiments. L'épopée de ce croiseur de 108 mètres de long qui transportait 351 marins et 14 officiers à son bord est incroyable. Lorsqu'éclate la guerre, il est dans le Pacifique. Commence alors une terrible partie de cache-cache avec les bâtiments anglais du Pacifique aux Caraïbes, puis dans les eaux de Patagonie, et pour finir ici dans l'archipel Juan Fernandez. Pris sous le feu des Anglais et suite aux négociations inabouties de l'enseigne de vaisseau Canaris, futur amiral pendant la Seconde Guerre mondiale, le commandant du Dresden décide de s'aborder son navire. Le bâtiment en feu sombre au fond de la baie de Cumberland le 14 mars 1915 à 11h15. Son équipage, évacué, sera retenu prisonnier sur une petite île au sud du Chili jusqu'à la fin de 1919. Ironie du sort, l'épave de ce navire de guerre est devenue un refuge providentiel pour nombre d'espèces de la faune et de la flore marine qui ont trouvé là un gîte inexpugnable.
Au fil de ce voyage dans le temps, les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas. Cette splendide murène sort sa gueule armée de dents redoutables pour bien montrer qu'elle occupe le terrain. Les plongeurs longent la coque du bateau qui a coulé par la poupe. D'innombrables poissons les accompagnent. Il est vrai qu'ils reçoivent peu de visiteurs. Descendre à ces profondeurs demande d'être réellement entraîné et de disposer en cas d'accident de décompression d'un caisson dès la remontée. L'équipe d'Ushuaïa Nature possède ce dispositif d'urgence et 2 médecins sont prêts à intervenir au moindre problème. Sur le navire de guerre, les années ont passé à l'ombre des profondeurs. Et sur ces blindages tordus et déchirés par le feu ennemi, se sont ancrés de paisibles gorgones comme d'immenses flocons de neige qui filtrent là dans la baie de Cumberland le plancton abondant. Avant d'entamer la longue remontée par paliers qui les attend, Nicolas et Laurent visitent ce qui devait être le mess des officiers et qui sert aujourd'hui de salle à manger à quelques poulpes et autres turbos. L'équipe d'Ushuaïa Nature a regagné sans encombre son camp de base flottant. Le Willywo longe une dernière fois la côte de l'île de Robinson. Chacun s'active à son poste, peut-être pour oublier un peu que la merveilleuse aventure qu'ils viennent de vivre se termine. Laurent Balesta contemple les cartes marines, Philippe Danton croque sur son papier à dessin les paysages de l'île de Robinson, Pierre Lenormand borde la grand voile, et Nicolas ne peut s'empêcher de faire un parallèle évident mais alarmant entre l'avenir de notre planète perdue dans l'univers et l'histoire terrifiante déjà écrite de certaines de ces îles merveilleuses isolées dans l'océan Pacifique. Jusqu'au bout, l'île de Robinson nous aura comblés. Quel spectacle! Et quand on dit souvent que les îles sont les carrefours des utopies, force est de constater que la promesse des îles a été largement tenue ce soir et que toutes celles que nous avons croisées sur notre chemin nous auront gratifié avec beaucoup de générosité de leur lot d'inattendus et d'exceptions. Il y a peut-être dans nos bagages à garder un élément de réflexion ou de méditation après notre passage à l'île de Pâques. Car quand on analyse les facteurs qui ont conduit à la fin de la civilisation pasquale, le premier d'entre eux, c'est l'aveuglement. À quoi pouvait bien penser l'habitant qui a coupé le dernier arbre de l'île. Et quelque part, on s'aperçoit que dans la fin de ce monde, comme d'autres civilisations, il y a en commun ce refus de raisonner dans un monde fini, donc forcément vulnérable. Et on se demande en observant notre propre civilisation si nous aussi on n'est pas en train de reproduire ce syndrome de l'île en ignorant obstinément que nous sommes dans un monde clos et que dès lors, à moins d'avoir des planètes de rechange, mais enfin pour l'heure ça n'est pas encore d'actualité, on ne peut pas demander ou exiger plus de la planète qu'elle ne peut nous donner
ou subir. En fait, on est avec cette planète sur une île au milieu du cosmos. Nous sommes tous des Iliens et il serait peut-être temps que l'on s'en rende compte. Bonsoir.